Ah, voilà. Voilà, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, vous m'entendez là? Vous m'entendez? Prochain juillet, on a un cours chez le Calcanium. Aujourd'hui, c'est convenu à 12h30, midi et quart. On peut commencer? Il n'y a rien. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, il se trouve qu'on a une fracture du calcanium, un cours qui n'a pas été fait avant. Et puis, j'estime qu'il faut essayer de rajouter quelque chose sur la fracture de la diaphyse fémorale. Était, à mon sens, déjà faite avant, avec la fracture de l'extrémité inférieure du fémur, mais quand même, on va essayer de reprendre un petit peu la fracture du fémur par la suite, une fois quand on aura terminé la fracture du calcanéum. Maintenant, concernant la fracture du calcanéum, les semaines d'avant, on avait étudié l'astragale avec le calcanéum qui font partie de l'arrière-pied. On a isolément étudié l'astragale, mais aujourd'hui, le cours portera sur la fracture du calcanéum. Il faut quand même, à travers ce schéma, essayer de voir un petit peu la morphologie et l'anatomie de cet os-là. Contrairement à l'astragale, c'est un os qui est très bien vascularisé. Contrairement à l'os astragal, il fait partie de l'arrière-pied. Et puis il a une forme, comme vous le voyez très bien ici, en forme d'un sabot, avec une face supérieure, une face inférieure, une face antérieure, une face postérieure. Et ces faces-là s'adaptent pratiquement à l'arrivée de l'astragale au-dessus pour former ce qu'on appelle la fracture, l'articulation sous-astragalienne. Cette articulation sous l'astragale, elle est appelée sous-astragalienne, elle est divisée en deux parties, une partie postérieure et une partie antérieure en avant. Donc, c'est ce qu'on appelle la sous-astragalienne antérieure et postérieure. Oui. Et puis, on a ici un profil, comme c'est mentionné, le profil interne, sur lequel on voit une image quadrangulaire qu'on appelle sustentaculontalie. Et on voit sur le profil externe, cet os qui disparaît là, c'est ce qu'on appelle le sinus du tarse. Donc, il est logique dès maintenant déjà à penser à, en matière de lésion du calcanéum, de faire un profil externe et un profil interne. C'est évident. En matière de bilan radiographique, mais il y en a d'autres clichés qu'on va essayer de demander pour asseoir un diagnostic et poser le diagnostic exact d'une lésion d'une fracture de l'os calcanéen. Il y a une autre partie là qui s'articule avec l'astragale qu'on appelle le thalamus. C'est une
zone cartilagineuse qui s'articule avec la face inférieure de, 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 de l'astragale et elle est très importante pour la stabilité de la cheville. On en verra tout à l'heure. Ce thalamus-là va être présent dans toutes les classifications des fractures du calcanéum, chose qu'on posera très souvent aux examens. Et puis là, on a sur cette maquette le 6 tentacule entalié, donc automatiquement c'est un profil interne. Et puis on a le calcanéum avec cette tuberosité ici sur laquelle s'insère le tendon d'Achille. Et voici l'articulation sous l'astragale, donc elle est appelée sous-astragalien, sur cette vue-là. C'est un profil interne et on voit ici la mortaise péronnière qui, avec le pilon tibial qui s'articule avec le dôme de l'astragale qu'on a vu déjà précédemment dans la fracture de l'astragale. Bon, concernant les circonstances de l'accident, très souvent c'est une chute d'une hauteur élevée, c'est les échafaudages pour les peintres, les maçons qui peuvent chuter d'une hauteur assez élevée et dans la moyenne d'âge est de 40 ans à peu près. Les traumatismes les accidents de travail représentent généralement un pourcentage élevé, c'est des chutes. Il y a des fractures ouvertes. Quand c'est ouvert, c'est encore plus grave. L'os astracalcanien, c'est un os qui est très sensible à l'infection. Quand il y a une lésion de l'astragale, il faut toujours penser, examiner le côté contralatéral de la cheville pour ne pas passer à côté d'une fracture bilatérale. Néanmoins, le rachis lombaire doit être examiné parce que lors de la chute avec une réception sur le bassin, le rachis lombaire est très mobile et on peut en faire en plus de la fracture du calcanéum une fracture de la région lombaire. L'examen clinique, bon, c'est valable pour toutes les lésions de la cheville, que ce soit une fracture bimalléolaire, une lésion de l'astragale ou du calcanéum. L'essentiel, c'est qu'il y a un œdème assez important, il y a un gonflement de la cheville, il y a un empattement sous la malléole, que ce soit interne ou externe, et des ecchymoses comme ça, avec un œdème que vous voyez très bien ici sur le profil. Et puis, là, on pense à toutes les lésions, mais la lésion osseuse reste suspecte et la confirmation ne peut provenir qu'à travers un bilan radiographique qu'on demandera tout à l'heure. Voici une incidence en plus du profil interne et externe qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'on appelle l'incidence rétrotibiale. Elle est très importante. Cette incidence-là, pour essayer de retrouver le type de déplacement, le siège de la lésion et tout. Sur ce profil-là, avec une cassette en bas, un rayon incliné à 40 degrés, le malade dans cette position, vous allez avoir cette image radiographique. Cette image radiographique, voici le thalamus. Voici le thalamus qui est là. Et au-dessus, il y a l'astragale. Et cette fracture peut arriver à n'importe quel niveau de la lésion astragalienne et le fragment calcanien fracturé peut se déplacer et se déplace très souvent en dedans. Quand il se déplace en dedans, c'est ce qu'on appelle le déplacement en varus d'un calcanien fracturé. Maintenant, si on voit la surface articulaire ici, elle est tout à fait normale, elle est bien réduite. Si on fait une rétrotibiale, on trouve que l'image est comme ça, on peut penser à un plâtre à condition de corriger le varus dans le cas où il existe. Maintenant, il n'existe pas parce que l'axe est bon. Ici, on voit sur cette ligne verticale que l'axe est parfait. Donc, on peut penser traiter orthopédiquement. Mais dans le cas où il y a un déplacement dedans, il faut le corriger. Dans le cas où cette partie articulaire est tassée, elle descend plus bas,
Il faut l'opérer aussi. C'est pour cela qu'on appelle les fractures thalamiques, donc c'est des fractures articulaires. Elles peuvent être partielles, comme ici, ou totales. Et de là, et de cette incidence rétrotibiale, on peut indiquer un traitement orthopédique ou chirurgical en fonction du tassement du thalamus. Et il n'y a pas que ça, on verra tout à l'heure, on va trouver l'indication du scanner dans les lésions du calcanéum. Voici ici une fracture rétrothalamique, c'est-à-dire le thalamus est là, elle est en arrière, elle est rétrothalamique. Ici, elle est pré-thalamique, mais elle touche une petite lésion en blanc ici articulaire de la sous-astragalienne antérieure. Et le thalamus, elle est là. Donc, il est parfait, le thalamus. Mais attention que la tubérosité calcanienne, ici, peut être déplacée. C'est la grosse tubérosité sur laquelle on sait très bien que ça s'insère le tendon d'Achille. Donc, quand il y a un fragment comme ça, l'idéal, c'est de penser, de synthéser ou bien le réduire anatomiquement pour éviter les problèmes à la marche pour plus tard. Ici, c'est une fracture de la petite tuberosité qui peut répondre facilement à un traitement orthopédique, mais quand c'est ici, automatiquement au-dessus, et sur cette petite partie de l'os, il y a l'insertion du ligament du tendon d'Achille. Donc, c'est une fracture chirurgicale. Alors, on voit ici une fracture du calcanéum avec une ouverture de la corticale plantaire. La forme de du calcanéum va changer. L'os a tendance de devenir plat et le tassement, il est là. Il peut être vertical ou horizontal. Donc, cette partie du thalamus peut tourner comme ça, dans ce sens, et se verticaliser. Ou bien elle peut se tasser transversalement. C'est pour cela qu'on parle d'un tassement vertical ou horizontal. Ce bilan radiographique n'est pas suffisant pour asseoir un diagnostic et aussi pas du tout pour indiquer un traitement qui soit orthopédique ou chirurgical. Voici ce qu'on appelle les angles qu'il faut mesurer. Si on prend cette image-là et cet angle-là, chez l'être humain normal, on prend l'angle que fait la grosse tubérosité, qui est là, grosse tubérosité, avec le thalamus. Voici le thalamus qui est là. On trace une droite qui passe par le thalamus et une autre qui passe par la grosse tubérosité. On trouve l'angle de Böhler qui est égal à 40 degrés chez tout être humain, pas forcément 40 juste, ça peut être 38, 39, 40, 41, à peu près dans cette angulation, l'être humain se comporte normalement. Mais si cet angle change, ça veut dire qu'il y a un problème, surtout quand il y a une lésion osseuse. Si le thalamus, au niveau du calcanéum, se fracture, il se tasse, automatiquement cette barre-là va descendre plus bas et l'angle va se fermer. Et quand l'angle se ferme, à ce moment-là, l'os n'est plus un os avec cette tubérosité du calcanéum, il a tendance à devenir plat, comme ici par exemple. Et vous voyez ici, troisième degré, l'angle, au lieu qu'il soit ici, il est inversé. Il y a une ouverture du calcanéum, donc l'angle, il diminue. Et aussi, le premier degré, vous voyez le tassement, le thalamus qui descend, et vous voyez l'angle qui s'inverse et qui diminue encore davantage, au lieu qu'il soit à 40. Donc, l'angle de Böhler, c'est un angle qu'il faut connaître, qu'il faut toujours tracer. Ça va vous être utile pour le diagnostic et pour le traitement. Quand vous traitez, il faut refaire des clichés radiographiques et reprendre les angles, voir si ce que vous avez fait était bien ou pas. Voici le tassement ici. En principe, ce thalamus en blanc devrait être là. Il y a des fractures parcellaires, il y a le thalamus qui descend dans l'os spongieux. Voilà, l'angle devient inversé, ça descend, l'os devient plat. Il y a une rupture de la corticale plantaire pour
Donc, cette fracture-là, elle est éminemment chirurgicale, sauf s'il y a une contre-indication. Le malade pose des problèmes cardiaques, il est âgé, il refuse, il y a un mauvais pronostic pour l'indication chirurgicale. À ce moment-là, on peut ne pas opérer. C'est ce qu'on appelle l'enfoncement horizontal. Voici l'enfoncement horizontal. Hein. Donc, ça veut dire que le thalamus il s'enfonce dans l'os spongieux. Vous voyez ici, c'est les mêmes angles qu'on a vu tout à l'heure, déplacement, le thalamus. Il peut même sortir de la corticale plantaire et être facilement palpable sous la peau. Donc, ces fractures-là sont éminemment chirurgicales. Parfois, ce type de... Voici le calcanéum qui est là. Il se déplace en dedans, vers la malléole interne. Donc, toute fracture du calcanéum, il faut faire l'incidence rétrotibiale pour dire qu'il y a un varus ou pas. Automatiquement, ce calcanéum tassé et tout, avec une fracture partielle ici, se déplace en varus et il y a parfois des lésions ligamentaires associées. C'était l'image qu'on a vue tout à l'heure. La même image, la même. Voici pour les classifications, il y a différents types, 1, 2, 3, 4 et 4, c'est pratiquement, 4 c'est quoi pour cette image-là? C'est une fracture avec enfoncement, avec rupture de la corticale plantaire. Il y en a des gens qui classent les fractures du calcanéum en 5 stades, au lieu que ce soit 4. Le 5e stade, c'est le tassement communitif, là où il n'y a plus de possibilité à une synthèse qui peut rétablir. C'est pour cela qu'il faut demander toujours un scanner. Et voici le scanner qui montre très bien les images radiographiques. L'os ici, il est plat. L'os ici, il est plat. Voici le tassement. Vous voyez le cartilage ici, là. Le cartilage, il se tasse, mais il descend verticalement, ce qu'on appelle le tassement vertical, avec rupture de la corticale plantaire, et cette fracture est éminemment chirurgicale. Parfois, il y a une complexité dans les lésions. Il y a plusieurs fragments, et pour essayer de les ramasser, c'est difficile. C'est peut-être parfois plus risqué si on opère, et on essaie de réduire manuellement et traiter orthopédiquement. Voici une fracture avec un tassement qui est là, qui est vertical, hein, vertical, avec le pied de la corticale plantaire. C'était l'image de tout à l'heure. Voici le siège des différents traits. Voici une fracture ici du calcanéum, mais le thalamus, il est là, mais la surface, elle est un peu régulière, elle est pas mal. Il y a une communication. Mieux vaut ne pas traiter chirurgicalement, essayer de trouver un moyen pour que l'os consolide dans cette position, même avec un calvicieux, pas très gênant, que de coller une infection au malade, parce que le calcanéum est très, très sensible à l'infection. Voici le scanner. Cette image-là, elle est parfaite. Elle est bien, sauf que il y a un petit déplacement ici en bas. Ici, ça a consolidé, ça donne des douleurs, mais c'est quand même pas mal. Comme on l'appelle toujours, le calcanéum, c'est l'os ingrat de l'orthopédie. Ça, c'est des questions. Maintenant, pour le traitement, parfois pour les fractures peu ou pas déplacées, on met ce qu'on appelle le plâtre de Graffin. Au lieu que le malade appuie sur un talon en arrière, on élève le talon avec une petite baguette en avant et le talon se trouve loin de l'appui sur le sol. Et ça consolide aussi ce qu'on appelle le plâtre de Graffin. Voici le plâtre de Graffin. Parfois, il y a le traitement chirurgical, on visse directement le vissage. Parfois, on fait ce qu'on appelle une arthrodèse. On bloque l'astragale avec le calcanéum à travers une plaque et on bloque cette articulation sus-astragalienne. On laisse l'articulation tibio-astragalienne. Ça donne une mobilité partielle, mais il n'y a plus de douleur et l'os est bien consolidé et bien axé.
Parfois, on opère, mais attention pour faire toujours au passage du nerf saphène, péronnier, par voie externe, et on peut mettre soit des plaques, soit des vis, soit des broches. Et voici la voie d'abord que vous voyez très bien ici. Et ça, c'est pour les fractures partielles, là où on peut mettre une vis. Parfois, quand il y a un tassement assez important, on essaie d'élever un petit peu le fragment pour le remettre plus haut. Il reste un vide qu'on va combler par un greffon osseux. Voici le traitement chirurgical. Ça saigne beaucoup. Vous ne voyez pas très bien, mais en tout cas, c'est ça. Voici le type de plaque qu'on peut mettre. Mais nous, on se contente très souvent des vis et des broches et ça donne aussi autant de bons résultats que ce type de plaque. Voici les plaques qu'on peut mettre, mais attention à l'infection aussi. Ça, c'est un petit peu pour montrer la rigidité et les types d'osteosynthèse au niveau du calcanéum avec des travées osseuses qui le rendent assez solide. Voici la plaque. Voici le type de plaque aussi, la même chose. Des fractures parcellaires avec une seule vis. Voici les broches, des plaques aussi. La rééducation post-opératoire, elle est obligatoire. Les complications, il peut y avoir une nécrose cutanée, un retardement de cicatrisation ou bien l'hématome qui peut s'infecter. Il faut de la rééducation énormément pour éviter ce qu'on appelle l'algodystrophie. Voici les images de scanner qu'on a vues tout à l'heure. Voici. Voici un cale vicieux qui peut être gênant, mais un cale vicieux qui a donné carrément un pied plat qui gêne un petit peu le patient. Parfois, on peut faire quelque chose pour arranger, mais parfois, on ne peut rien faire pour éviter les risques. Voilà, je passe au deuxième cours. Au deuxième cours, l'extrémité distale. Voilà. Maintenant, pour la fracture du fémur. Je ne sais pas si vous m'entendez là, parce que je vais entamer le deuxième cours. Hein? Vous m'entendez? Tout le monde? Oui. Voilà. Voilà, puisque vous m'entendez. J'estime que la fracture de l'extrémité inférieure du fémur a été déjà faite. Sauf que l'extrémité inférieure du fémur fait partie du fémur. C'est évident. Mais comme j'en avais déjà présenté le cours sur la fracture de l'extrémité inférieure du fémur, cela ne me dérange nullement de faire avec ce qui n'a pas été bien peut-être compris concernant la fracture du fémur. Le fémur, c'est un os qui possède deux extrémités, une extrémité distale, voilà, ici, et une extrémité proximale. Proximale, là où il y a la tête du fémur, le col et la région trochanterienne. Maintenant, la fracture de l'extrémité inférieure du fémur a été faite, mais il faut délimiter la lésion du fémur pour parler de la fracture isolée du fémur. Premièrement, il faut délimiter cette lésion où est-ce qu'elle se trouve. Donc, toutes les fractures, on prend l'interligne articulaire ici, on essaye de mesurer 4 cm ou 4 travers de doigt au-dessus de la métaphyse et on trace une droite. En haut, au niveau du col du fémur, on descend sous le petit trochanter, 2 travers de doigt ou 3 cm ou 4, et on trace une droite, une horizontale. Donc, toutes les fractures qui siègent en dessous du petit trochanter et au-dessus de 4 cm de l'interligne articulaire sont considérées comme étant des fractures qui font partie de l'os fémoral, donc la fracture de la diaphyse fémorale. Voici la définition. Cette extrémité a été déjà faite, donc je passe rapidement. Maintenant,
Ici, il y a des fractures qui touchent le fémur. Ça peut être au milieu. Ici, c'est des fractures qui sont au-dessus de qui sont mixtes en quelque sorte. Il y a l'extrémité inférieure et plus une partie de la diaphyse. Donc, c'est des fractures diaphyso-épiphysaires. Tu vois, fractures diaphyso-épiphysaires, on met généralement des plaques qui tiennent en bas et qui tiennent en haut. On aura à traiter l'extrémité inférieure du fémur et le fémur aussi. Mais pour mieux comprendre, on essaie d'aller encore vers d'autres schémas. Supposons que la fracture siège à ce niveau-là, au-dessus de la première vis de la plaque en haut. Donc, c'est une fracture qui fait partie du fémur. Ici, vers le bas, c'est une fracture de l'extrémité inférieure. Le cours a été déjà fait. Donc, cette fracture du fémur, la diaphyse, le trait peut être transversal, il peut être oblique, comme il peut être communitif. L'essentiel, c'est qu'il siège au-dessus de l'interligne de 4 à 5 cm ou 3, et en dessous du petit trochanter. Une fracture ici peut être une fracture, doit être considérée comme une fracture de la diaphyse fémorale. Sauf que il se peut qu'il y ait une fracture du fémur associée à l'extrémité inférieure du fémur. C'est des fractures complexes. Ça existe. C'est pour cela, quand on traite l'extrémité inférieure et la supérieure du fémur, et le fémur, mieux vaut traiter le tout ensemble. Voici ici une fracture de la diaphyse fémorale et qui va donner des lésions au niveau de l'extrémité inférieure. Donc, c'est des fractures diaphyso, métaphyso, épiphysaires. C'est des fractures complexes. Voici ce type de fracture qui était là, on a été obligé de synthéser pour obtenir une consolidation, mais ceci ne met pas le malade à l'abri d'une infection parce qu'il y a une communication et tout. L'essentiel, c'est que la fracture du fémur, d'une manière générale, on la traite avec 4 moyens. Soit une plaque, soit un clou centromédulaire qui passe dans la diaphyse, soit un fixateur externe quand la lésion est ouverte, quand la fracture est ouverte, soit par traction dans certains cas particuliers. C'est-à-dire quand il y a une fracture communitive, là on ne peut pas mettre des fixateurs externes et tout, on peut mettre un truc. Voici les différents traitements de la fracture de la diaphyse fémorale. Et le traitement peut dépendre aussi du type anatomopathologique du trait de fracture. Le trait peut être transversal, il peut être oblique court, comme il peut être oblique long, comme il peut être communitif. Pardonnez-moi une seconde, là. Comme il peut être communitif. Je continue. Voici une plaque mise pour une fracture pratiquement. Ici, c'est la diaphyse fémorale idéale. Hein. Elle est loin d'être considérée comme une supracondylienne, loin d'être considérée comme extrémité supérieure, c'est dans la diaphyse, la partie distale de la diaphyse. Soit comme une plaque, c'est ce qui a été mis, mais ici, c'est pour avoir une assise vers le bas, et la fracture était communitive. Comment que pas tant. Voici en général, voici en général ce que j'ai à vous dire sur la fracture de la diaphyse fémorale. Et pour la fracture de la diaphyse fémorale, il faut éviter il faut traiter rapidement soit un clou, soit une plaque, soit un fixateur externe. Il faut fixer urgemment pour éviter la complication qui est l'embolie graisseuse.
qui peut être mortelle. Donc, c'est une urgence traumatologique qu'il faut opérer rapidement et éviter aussi les problèmes thromboemboliques, donc en mettant le malade sous antalgique, anticoagulant, anti-inflammatoire et antibiothérapie. Donc, retenez plaque, clou, vis parfois, vissage, plaque, clou, fixateur externe. Ça, c'est chez l'adulte. Mais chez l'enfant, fracture de la diaphyse fémorale, très souvent, on met un plâtre pelvipédieux jusqu'à l'âge de 4 ans, 5 ans, selon le poids du patient. En dehors, on peut ouvrir un minima et mettre tout le temps chez l'enfant des plaques. Je pense avoir terminé les deux cours rapidement dans le temps qui m'est alloué, 45 minutes. Je vous remercie et on se verra prochainement. Voilà, ça vient. Voici une fracture de la diaphyse fémorale avec une plaque et avec des vis qui tiennent plus bas. Et peut-être c'est un traitement mixte. Ici, on voit un clou. On peut mettre une synthèse mixte, c'est-à-dire que clou avec plaque. Voici une fracture qui a été traitée par plaque pour le fémur. Ce qui m'intéresse, c'est au-dessus de l'internie articulaire. Hein. Voici le type de matériel qu'on a pris l'habitude de mettre et qu'on met très souvent. Je vous ai dit tout à l'heure, pour la fracture de la diaphyse fémorale, on met des clous, parfois qu'on verrouille en bas pour éviter la rotation, et qu'on peut autoriser le malade avec ce clou-là à appuyer tranquillement et rapidement. Voici un clou verrouillé pour une fracture de la diaphyse fémorale qui est avec un verrouillage distal, où on peut le verrouiller aussi en proximal. Voici une fracture qui a été traitée par un clouage verrouillé avec un cerclage au milieu. On peut tout mettre pratiquement. L'essentiel, c'est de réduire anatomiquement pour pouvoir réduire et obtenir une bonne mobilité, comme vous voyez ici sur l'image. Voici une fracture communicative qui a été traitée par le clou, qui a été fait monter par le bas et verrouillé aussi. Hein. Voici une fracture qui est compliquée, qui peut ne pas consolider. Une des complications, c'est la PSD, la pseudo-approche, qui est la non-consolidation des fractures du fémur. Voici un fixateur externe qu'on met très souvent pour les fractures communicatives, comme je l'ai cité tout à l'heure. Voici un cal vicieux d'une fracture non traitée et qui gêne la marche, qui est très douloureuse et qu'il faut essayer de réparer pour donner la possibilité au malade de se déplacer, pas tranquillement, même avec difficulté, mais sur un membre axé et avec une égalisation des deux longueurs des deux membres. Ça, c'est des fractures qu'on a vues l'autre jour, ce qu'on appelle la tréla, qu'on a déjà vu. Ça a été dit dans les cours, le cours qui a été fait. Chez l'enfant, comme je l'ai dit, c'est des fractures pratiquement simples qu'il faut traiter orthopédiquement très souvent. Et voici, c'est les décollements, ça n'a rien à voir avec la fracture du fémur. Je viens de vous montrer uniquement la définition de la diaphyse fémorale, c'est la distalité et la proximalité. Le milieu, c'est la fracture de la diaphyse fémorale. Et c'est le trait de fracture, l'obliquité, l'horizontalité, c'est-à-dire trait horizontal, vertical, oblique court, oblique long. L'examen clinique, le pouls pédieux présent et tout. La sensibilité, la motricité, dans le cadre de l'examen clinique. Le bilan radiographique. Classification de la lésion, elle fait partie de la diaphyse fémorale, avec quel type de trait, et puis poser l'indication, soit un clou, soit une plaque, soit un fixateur externe. Le fixateur externe, il est réservé uniquement pour les fractures ouvertes. Le clou et la plaque, le clou autorise la marche, mais la plaque n'autorise pas la marche jusqu'à consolidation.
Le clou, il y a deux types, soit l'enclouage simple ou l'enclouage verrouillé. La complication, c'est l'embolie graisseuse, l'infection et parfois la pseudarthrose. Et, et c'est une fracture qui fait saigner et qui saigne beaucoup. Et avant de proposer un traitement chirurgical, très souvent il l'est, il faut qu'il y ait préparation de sang isogroupe, isorésus avant de procéder à un acte chirurgical. Je vous remercie pour votre attention et on se verra prochainement. Au revoir. Voilà. Ça, voilà. Sur le lien personnel. Oui. Voilà. Ah, oui. Ah, oui. Là j'ai entamé, en bas, j'ai entamé où j'ai montré pratiquement euh, la fracture de l'extrémité distale du fémur et puis j'ai expliqué quand c'est au-dessus de l'intérieur articulaire. Ça veut dire que c'est le fémur. Le fémur, c'est les complications, c'est l'embolie grosseuse, c'est une urgence, le malade perd beaucoup de sang. Et le type de trait oblique vertical ou complexe, sphéroïde court ou sphéroïde long, les méthodes thérapeutiques, fixateur externe pour les fractures ouvertes, un clou, soit d'alignement, soit un clou verrouillé, ou là, une plaque qui n'autorise pas l'appui. Et les clous autorisent l'appui avec les complications sepsis, embolie greffereuse, embolie pulmonaire et la transfusion sanguine. Allô? Ah, exactement, oui. Ça, ok, ma fille, on fait comme ça. Alors, quand j'ai essayé de t'en rapide, parce qu'on dit une mémoire, une étudiante, derrière là, c'est pour ça que je vais essayer d'aller rapidement. Et puis, si jamais كان حاجة بالمراحل merci de m'avoir appelé ma fille البارح. Ok ma fille, أبعد.